on se retrouve pour un bilan culturel du 5. T'as compris? Tous les 5, on fait un bilan culturel. En premier, c'est les livres. En deuxième, c'est les films. Et en troisième, c'est les séries. Alors ce mois-ci, j'ai énormément regardé de séries et de films parce que je me fais chier. Comment avouer que je me fais chier alors que normalement j'ai des études? Je ne sais pas, mais c'est vrai. J'ai du temps pour regarder des films et des séries et je n'ai pas d'amis et je ne vois personne en ce moment. Ça va bientôt changer parce qu'il y a eu Tinder qui est rentré dans ma vie. On s'en fiche, on va commencer par les livres, d'accord? On a oublié ce que je viens de dire. J'ai lu Mémoire de fille de Annie Ernaux. Ça parle du moment où en fait elle est tombée amoureuse d'un homme qui ne la regardait pas. Je l'ai pris pour cette raison-là et aussi parce que elle revient sur cette histoire. Comme elle l'écrit 50 ans plus tard, elle n'écrit pas la première personne, elle essaie d'oublier ce qui s'est passé mais en même temps elle sait très bien qu'elle ne peut pas. Et il y a une introspection vraiment bien faite. Elle n'a pas un regard de pitié sur la fille qu'elle était, elle n'a pas non plus de nostalgie du tout. Et c'est ça qui fait du bien. Ça me fait penser aussi à un autre livre qui était... Au-delà de l'avenue D. Et ce sont des livres biographiques où il n'y a pas de nostalgie. Ce que j'appelle nostalgie, c'est vraiment ce côté un peu pitié, un peu triste, un peu j'aurais dû faire ça à cette place-là. Et là, pas du tout. Elle dit juste, bah, c'était obligatoire pour grandir. Et c'est comme ça que j'ai fait. Il y a aussi toute une question de la condition de la femme dans les années 50, 60. Comment elle était vue comme quelqu'un de facile juste parce que elle avait des aventures avec des hommes. Elle sait que ça n'a pas changé. Mais à l'époque, c'était encore pire. Après, j'ai lu La fille de la supérette de Sakaya Murata, si je me trompe pas, et c'est aussi un livre biographique. On va suivre une personne qui ne vit que pour la supérette dans laquelle elle travaille. Elle se réveille le matin pour y aller, elle mange les repas de la supérette, elle dort parce qu'il faut se reposer pour la supérette. On apprend un peu plus aussi du mode de vie japonais par rapport au job. Par exemple, elle a quoi? Elle a 36 ans je crois. Mariée, elle a pas d'enfant. Elle est un peu un rebut de la société japonaise comme elle le dit plusieurs fois. Elle a pas un travail stable parce que c'est un travail à mi-temps qu'elle a. Donc elle fait pas du tout partie de ses codes, mais elle a trouvé son code à elle qui est la supérette. Et donc l'élément déclencheur de ce roman, c'est parce qu'il y a un homme qui arrive à la supérette, qui est célibataire aussi et qui cherche une femme. On va un peu suivre leur histoire. Je ne révélerai pas, sinon c'est un gros spoiler, ça ne sert à rien de lire le livre. Surtout qu'il fait 100 pages et il est pas du tout dur à lire. J'ai aussi beaucoup aimé parce que je suis un peu dans ma période personnelle très seule. Très seule, indépendante, solitaire et où je vis que pour des routines vraiment assez strictes, ce qui n'est pas forcément quelque chose de bien et qui d'ailleurs va la rendre, elle, le personnage principal, totalement folle quand elle ne pourra plus avoir accès à ces routines hyper spécifiques. Je vous mettrai sûrement le lien d'un article que j'avais beaucoup aimé parce que je crois qu'il a été un peu décrié par la presse par rapport... Voilà, elle était psychopathe parce qu'elle revient sur des histoires d'enfance. Un moment, elle est dans un parc, quand elle est toute petite, elle joue avec des amis et il voit qu'il y a un oiseau qui est mort à côté d'eux. Et tout le monde commence à pleurer, ils essaient de lui faire une petite tombe et elles sont contre-fiches. Elle prend l'oiseau dans ses mains, elle l'amène à ses parents et sa mère elle fait « Oh c'est super triste, on va lui faire une tombe ». Et elle dit « Mais non, enfin genre, on va le manger ». Et elle a toute une réflexion sur pourquoi est-ce que cet oiseau c'est triste et on lui fait une tombe et pourquoi est-ce que les autres oiseaux on les mange. Je crois que ça a été décrit un peu sur ça, genre t'es juste une psychopathe parce que personne ne pense de cette manière-là quand on est petite. On va passer au film. Comme j'ai dit, j'en ai vu énormément, vraiment beaucoup. Il y en a plein dont je ne vais pas parler parce que ça ne sert à rien du tout, parce que vous les avez vus, genre Denis Darko. Le premier dont je voulais parler, c'était Cold Fish. Cold Fish, c'est un film japonais qui est sorti en 2010. On va suivre un homme qui est pas du tout ambitieux, qui vit avec sa femme et sa fille qui est issue d'un précédent mariage. Et il est vendeur de poissons exotiques. Un jour, sa fille va se faire choper en train de voler dans un grand magasin. Elle va se faire sortir de là par un autre gros vendeur de poissons exotiques. Et il va s'apercevoir que c'est des tueurs en série. Là, on n'est pas sur une introspection, mais c'est sur une évolution. Comment est-ce que quelqu'un peut partir d'une vie totalement banale et lui, il est
ambitieux, il a son petit shop, sa femme, sa fille, elle l'aime pas et il le voit, il le comprend, mais bon, lui tout ce qu'il aime c'est aller au planétarium, vendre ses poissons et il se retrouve enrôlé dans des tueries, ouais carrément des tueries. À la fin c'est lui qui devient un monstre. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que je comprenne rien à certains moments. Des moments j'aime bien ne pas comprendre. Je me dis est-ce que c'est parce que c'est en hiver? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, c'est le mood dans lequel je suis? Je les comprends pas pour X raisons, et au fond, je les regarde pour pas les comprendre. Avoir l'impression d'être amené dans une direction, puis en fait, être dans une autre. Donc Goldfish, vous savez Shadows, bah, allez le voir, je crois qu'il est toujours en ligne. Trigger par contre, les âmes sensibles s'abstenir. Ah, après j'ai vu Mother de Bong Joon-ho. Il a juste fait Parasite. Ce film est incroyable. J'ai préféré Mother à Parasite. On va suivre l'histoire d'un garçon... Non, on va suivre plutôt l'histoire de sa mère. Elle l'adore, elle l'aime plus que tout, elle fait tout pour lui. Et comment est-ce que quand il va être accusé d'un meurtre, son fils, elle va tout faire pour le faire sortir de prison? Spoiler! Il va sortir! Mais c'est tellement bien fait! C'est beau, ça suit encore une mère qui va tout faire pour quelqu'un sans aucune limite, même en sachant à la fin qu'elle a tort et qu'elle ne devrait pas. Enfin, il est magnifique. J'ai revu Memories of Murder, j'ai joué un peu sur les mêmes plans, sur le même genre d'image, donc pas beaucoup de cuts. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan et c'est beau. Et on comprend aussi, et d'ailleurs je vous mettrai en description le lien de la vidéo qui l'explique, comment est-ce qu'il a pu faire Parasite grâce à Mother. Sans une intrigue comme Mother, on pouvait pas faire quelque chose qui ressemblait à Parasite. Pas du tout. On coche. De toute manière, si je le dis là, c'est que ils sont à voir, non? Après, j'ai regardé le tant attendu, je crois, je le savais pas, mais je l'ai quand même regardé, le documentaire sur Blackpink. Et j'ai pas du tout aimé. Wouh! Ça enfonce des portes ouvertes, merci. Savoir leur vie, je pense qu'on peut la savoir sur Wikipédia aussi bien, sur les sites de fanpage aussi bien, à quel point elles endurent des entraînements compliqués, comment est-ce qu'elles se sont fait. Il y a déjà eu d'autres documentaires sur ça. On voit que c'est quand même très encadré par la maison de disques, que ça a été très scripté. Le moment où on les voit au festival à la con là, où tout le monde veut aller, Coachella, enfin, voilà. Bon bah elles ont peur, voilà. On arrive à l'avant-dernier film, c'est Inunaki, un village oublié, ou le village oublié. C'était juste avant Halloween et je me suis dit je vais regarder un film d'horreur, je suis tombée sur celui-ci sur iTunes, je me suis dit allez go, on y va, on est parti, on ne s'attend à rien. Je n'ai encore rien compris, mais j'ai beaucoup aimé. Pour je sais quelle raison, parce qu'il est beau. Et si je me trompe pas, c'est un des directeurs de Grudge qui l'a fait, donc de Ju-on. Donc tu m'étonnes qu'il soit très beau à voir. On va suivre l'histoire d'une psychiatre qui va retourner dans son village parce qu'on l'a appelée. En mode, oui voilà, il y a eu un problème avec une jeune fille, elle se comporte plus normalement depuis qu'elle a été à tel endroit. On lui explique qu'elle a été en fait dans un pont qui est... il a la réputation d'être hanté. Puis elle se suicide, cette jeune fille. La psychiatre, elle va enquêter sur qu'est-ce qui se passe. Parce que en fait, quand elle se suicide, on s'aperçoit qu'elle n'est pas morte de la raison du suicide, mais qu'elle est morte parce qu'elle avait les poumons remplis d'eau. Très intéressant, très beau à voir. J'ai pas compris la fin, mais c'est pas grave. Mort au chien. Mort au tueur de chiens. Je ne sais plus ce qu'ils disent. Ils disent quelque chose comme ça. On en vient au dernier film que j'ai vu, c'est His House sur Netflix, qui est sorti partout sur Netflix juste avant Halloween, parce que c'est un film d'horreur. Ok? J'ai rien compris. Faut que j'arrête de dire j'ai rien compris. Mais j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait un peu pleurer la fin. On va suivre une famille qui bouge du Soudan du Sud pour immigrer en Angleterre. Comment est-ce qu'ils se font à la vie anglaise en sachant qu'ils ont perdu leur fille pendant le voyage, qu'elle s'est noyée au moment où ils ont dû traverser la Méditerranée, je pense. La mère qui est hyper angoissée
mais dans le sens où elle veut quitter l'endroit. Et il y a le père qui, lui, est pas du tout dans ce mood-là et qui dit « c'est chez moi et c'est à vous de vous casser les esprits ». Parce qu'il va y avoir toute une question d'esprit dans la nouvelle maison que l'État anglais leur a donnée. Ça parle de racisme, ça parle d'intégration, ça parle de mort. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils mettent une atmosphère que d'ailleurs j'avais très peu trouvé dans des films d'horreur européens. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas trouvé. Il y a rien qui fait très peur, il y a pas de jumpscare, il y a pas de coucou fais-moi peur, il y a pas de gore, c'est juste hyper malsain. De Babadook est comme ça, mais je ne l'ai pas compris. Et j'aime beaucoup quand on se met à les regarder ces films. Ils nous hantent un peu. Très bon film d'Halloween et en fait très bon film pour toutes les questions qu'il pose. Il y a des scènes, elles restent un peu en tête. Moi j'ai adoré. On peut passer enfin aux séries parce que je me suis grave donné plus dans les séries ce mois-ci, ce qui est très bizarre. Je suis tombée dans une maladie de séries où j'avais ma série du matin et j'avais ma série du soir, ok ? J'ai fini enfin The Deuce. Ah Sarah, j'ai pleuré. The Deuce, c'est une série qui est trop méconnue pour la qualité qu'elle a. La première saison va parler surtout de prostitution et c'est juste le dernier épisode où on va voir le porno. Si on me suit un peu sur la chaîne, ce qui m'intéresse, c'est un peu l'histoire du porno. Cette histoire de prostitution, ça m'intéressait moins. J'étais restée sur ma faim et j'avais la flemme de regarder la saison 2. Puis à un moment, je me suis forcée parce que j'ai pris un abonnement chez OCS. J'ai vu que c'était sur OCS, j'ai dit, bon, vas-y, go. Regarde-la toi, tu sais jamais, ça avait commencé avec le porno. Et là, je suis tombée en amour. La deuxième saison, c'est pas ma préférée, mais elle est bien, elle passe facilement. Elle pose très bien les bases du porno aux USA, comment est-ce que c'est monté, comment est-ce qu'ils l'ont fait, comment est-ce qu'ils sont arrivés à en faire des films, comment est-ce qu'il a évolué de film au cinéma, ça c'est plus vers la 3e saison, mais en cassette, puis après en fait tout le monde pouvait avoir de quoi filmer. Comment est-ce que ça a commencé à être du vidéo à vidéo, mais genre directement de la personne qui le fait au vendeur et plus en passant par des grosses productions. Comment est-ce qu'elles se sont cassées la gueule à partir de ce moment-là? En fait, elles se sont cassées la gueule à partir des années 80. Je l'ai bouffée et... Elle m'a fait pleurer! Il y a aussi une grande histoire sur la gentrification de Manhattan. Parce que Manhattan, comme je disais plus tôt dans le livre Au-delà d'une avenue D, c'était un territoire de non-droit pendant très longtemps, jusqu'à peu près dans les années 70-80, où là ça a été racheté, et ça explique un peu comment est-ce que les maires... alors je sais pas si c'est l'histoire véridique, mais ça explique un peu comment est-ce que ça a été gentrifié, mais d'une manière parfois pas légale. À voir si c'est vrai. La fin m'a... Laurie, je t'aime. Cette actrice, je crois que j'ai regardé The Deuce vraiment que pour elle. Je me suis forcée à le regarder la saison 1 et le début de la saison 2, où je commençais à avoir du mal avec. Rien que pour elle, parce que sa performance, son personnage est magnifique et la fin... Même si j'étais en larmes, et il n'y avait pas d'autre fin pour elle. Foncez, la regarder, il n'y a pas assez de gens qui connaissent cette série, il n'y a pas assez de gens qui comprennent comment est-ce que... Il y a eu des groupes féministes qui ont essayé d'arrêter le porno, comment est-ce qu'en fait, elles se sont enfin bien servies du premier amendement américain. Après, j'ai regardé... Ouais, mais j'ai regardé que des séries qui me faisaient pleurer, que ça. Baby, c'est une série italienne qui est sur Netflix, et qui parle de la prostitution infantile. C'est vraiment infantile, est-ce qu'on peut dire ça, des mineurs. C'est basé sur une histoire vraie. Ça a fait doublement scandale parce que c'était dans un lycée très privilégié de Rome. Il y avait des filles entre 16 et 18 ans qui se prostituaient et qui se mettaient elles-mêmes dans le réseau. Ça suit 2 personnages principaux qui jouent extraordinairement bien. Ludovica, c'est Amour sur toi de toute manière. Je pense qu'on peut la rapprocher facilement de Elite. Elite qui est quelque chose de très cucu, très je me drogue et je fais des choses que... aucun adolescent fait ça. Aucun adolescent ne fait ce que fait les ados d'Elite. Personne n'est en train de sniffer partout. Personne... Non, pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Et ce que j'ai aimé dans Baby, c'est que c'est enfin ce que des adolescents peuvent faire. Alors oui, on va me faire... Mais ça glorifie la prostitution, mais ça fait ci, mais ça fait ça. Mais oui, mais c'est quelque chose de
ce qui arrive. C'est déjà arrivé en France, c'est déjà arrivé dans plein de pays. Et elles vont pas commencer à sniffer n'importe quoi, elles vont pas faire des grosses soirées. Bien sûr, il y a toujours les mêmes questionnements, mais ils sont abordés d'une manière beaucoup plus sobre sur, par exemple, la sexualité, sur son genre, sur est-ce que je dois vendre mon corps ou pas, sur le féminisme. Sur tout ça, qu'est-ce qu'est une fille bien, qu'est-ce qu'est une fille pas bien, en quoi ça fait quelqu'un de toi bien parce que bah, tu couches qu'avec un seul garçon, en quoi ça fait quelqu'un de pas bien parce que tu couches contre de l'argent. J'étais grave dedans, j'étais là en mode on peut grave relate à ça parce que ouais, c'est pas élite. Genre, elles se tapent des questionnements, des soirées, des journées de lycée. Elles ont des mauvaises passes où elles restent chez elles et elles restent pas chez elles genre à sniffer de la coke. Elles restent chez elles à regarder Netflix. C'est ça qu'on fait la plupart de nous. Super série. À regarder, sur Netflix en plus. 3 saisons. Ça passe vite. Et les 2 actrices sont magnifiques. Ah, la 3e série dont j'ai envie de parler, c'est Ratched, mais là j'ai pas grand chose à dire. Je l'ai regardé parce que je savais que c'était... Je ne sais plus son nom non plus. Mais je dis ça combien de fois par vidéo? Je mettrai un petit décompte de combien de fois j'ai dit, je ne me souviens plus. Ça a été fait par le producteur d'American Horror Story. Au départ, je ne le savais pas. Je l'ai très vite compris. On suit en fait Ratched, Mildred Ratched, qui va essayer de sauver son frère d'une mort certaine parce qu'il a tué des prêtres. Et donc, il est condamné à mort. Et il doit se faire passer pour un fou pour ne pas être condamné à mort. Et donc, elle se met en infirmière dans un hôpital psychiatrique privé. Et ben c'est du American Horror Story. Et au départ, j'étais là, attends, c'est pas possible. Netflix, ils ont volé tous les acteurs d'American Horror Story, ces connards. J'avais un peu les boules. Et après, j'ai compris que c'était en fait créé par le super réalisateur et scénariste d'American Horror Story. Oui, c'est logique, en fait, t'as juste repris les gens d'American Horror Story et t'en as fait un autre truc. Et aussi, c'est un film que j'ai pas vu, mais ça retracerait l'histoire passée de l'infirmière, de vol au-dessus d'un nid de coucou. Je suis une inculte, je n'ai jamais vu ce film. Il y a des moments, il y a des plans que je déteste. Et il y a toujours des tournants que j'adore. Il y a toujours quelqu'un qui couille quelqu'un. Il y a un cliffhanger pour une 2e saison, mais un très bon cliffhanger. C'est un cliffhanger qui peut ne pas amener à 2e saison. Quand on fait une très bonne série, on fait des cliffhangers qui amènent pas forcément à se dire « Ah merde, il va y avoir une 2e saison ». On se dit « Ça peut s'arrêter là » ou « Si ça continue, c'est pas compliqué de reprendre ». Et après, j'ai regardé The Haunting of Bly Manor. Ça parle d'une américaine qui fuit les USA et qui va en Angleterre pour... elle sait même pas vraiment elle-même, elle fuit quoi. Et elle trouve un petit job de au pair dans un manoir où il n'y a plus les parents parce qu'ils sont morts et où les enfants, ils sont quand même un peu chelous et où tout le monde est un peu bizarre. Rien ne se passe jamais comme prévu. Et puis où on voit des choses qui se passent qui devraient pas se passer et puis des choses qui se font et qui devraient pas se faire. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé parce que... c'est décousu. À partir de l'épisode 5, on commence à être totalement perdu. Mais ça se reprend à l'épisode 7, je crois, où ça y est, en fait, on a les réponses de pourquoi est-ce que c'est décousu, pourquoi est-ce qu'on comprend rien. Il y a une thématique, c'est un peu le même genre d'un American Horror Story, la première saison. Quand tu meurs quelque part, tu restes à cet endroit et tu restes un fantôme. J'ai spoilé de ouh, vous allez me détester. Et puis alors, il y a une actrice... Encore une fois, je connais pas son nom, mais rien que son jeu, c'est pas possible. Si on cherche de l'horreur, ça fait pas peur. Ça fait pas peur du tout. Voilà, c'était tout. Je pense qu'il y a des jeux dont je voulais parler, mais j'ai regardé tellement de choses, je vous dis, c'est un truc de ouf. Et là, je continue et j'en ai pas marre. Juste avec ça, je vous souhaite un bon confinement et une continuité de confinement. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait hyper plaisir. Même si mes vidéos sont toujours hyper décousues. C'est pas grave, vous les mettez fond sonore et vous faites la vaisselle dessus et on s'en fiche. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Instagram. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour une vidéo un peu débile. On sait pas quand, mais ça se fera tranquillement. Faites attention à vous.